On le sait tous, les enfants ont parfois des amis imaginaires. Ils leur parlent, leur sourient, les décrivent avec précision. Et parfois, ces amis ont un nom, une histoire, et sont morts depuis très longtemps. Installez-vous, mettez-vous dans le noir, car aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'Heidi Weirich. L'histoire débute au début des années 90, dans une petite ville tranquille de Géorgie, aux États-Unis. Une banlieue comme tant d'autres, avec ses maisons bordées de jardins, ses voisins discrets, une ambiance calme, presque ordinaire. C'est là que s'installe la famille Weirich. Lisa la mère, Andrew le père et leur fille Heidi, tout juste âgée de 3 ans. La maison qu'ils occupent n'a rien d'ancien, mais elle dégage ce genre de silence étrange qu'on ne remarque pas tout de suite. Et pourtant, très rapidement, Heidi commence à parler d'un homme qu'elle voit régulièrement dans le jardin. Elle l'appelle Monsieur Gordy. D'après elle, c'est un homme gentil qui vient souvent lui tenir compagnie, lui parle, s'assied avec elle sur le porche, comme un vieux voisin bienveillant. Sa mère, Lisa, ne s'en inquiète pas. Elle pense évidemment à un ami imaginaire, comme on invente beaucoup d'enfants à cet âge-là. Mais ce qui la trouble, ce ne sont pas les paroles de sa fille, c'est leur constance. Heidi décrit toujours les mêmes détails. Un costume, des chaussures brillantes et une canne. Et puis un jour, au détour d'une conversation anodine, elle dit à sa mère « Tu sais, Monsieur Gordy, il ne veut pas que je traverse la rue sans regarder. » Une phrase banale pour un enfant, sauf que personne, ni dans la maison, ni dans le quartier, n'a jamais vu Monsieur Gordy. La mère essaye de garder la tête froide, elle se dit que ce n'est rien, juste un jeu, une façon pour sa fille de s'occuper. Mais au fil des jours, Monsieur Gordy revient dans les conversations. Encore et encore, toujours les mêmes histoires. Rien ne change, et c'est justement ça qui la dérange. Ce n'est plus de l'imagination, c'est comme si sa fille Heidi avait vraiment connu cet homme. Comme si elle le revoyait chaque jour. C'est lors d'une simple conversation de voisinage qu'un détail va vraiment tout changer. Un homme du quartier, en entendant parler de cet ami imaginaire, affirme qu'un certain James Gordy a bien vécu dans cette maison. En fait, c'est même l'ancien propriétaire, décédé en 1974. Il portait toujours un costume, une cravate, des chaussures noires impeccables. Exactement ce qu'Heidi a toujours décrit. Après ces informations, Lisa décide de vérifier. Elle parvient à retrouver des membres de la famille de Monsieur Gordy. Elle prend contact avec eux et ceux qui lui racontent confirment tout. James Gordy dirigeait une agence immobilière à Columbus et avait été longtemps responsable de l'école du dimanche à l'église méthodiste d'Ellison. Ils n'ont pas de photos à lui montrer, mais leur description suffit. Lisa n'a plus de doute. Eh bien enfin! Ce n'était pas un personnage inventé par sa fille, c'était quelqu'un. Quelqu'un qui n'est plus là. Après ça, Lisa ne cherche plus à minimiser ce que raconte sa fille Heidi. Elle ne sait pas exactement à quoi elle a affaire, mais elle sait maintenant qu'il ne s'agit plus d'un simple jeu d'enfant. Monsieur Gordy continue à apparaître, mais il reste discret et bienveillant. En tout cas, Lisa le tolère, jusqu'au jour où un autre personnage entre en scène. Heidi commence à parler d'un autre homme. Elle dit qu'il reste devant la porte d'entrée, silencieux, qu'il porte un t-shirt taché de sang et qu'une de ses mains est bandée. Lisa panique. Elle pense qu'un inconnu rôde autour de la maison. Andrew, son mari, décide de faire le tour du quartier, mais personne ne correspond à cette description. Quelques jours plus tard, Lisa discute avec leur voisine, Catherine Ledford. Catherine, autour d'une discussion, leur montre de vieilles photos de famille. Et là, Heidi désigne un homme. Elle dit que c'est lui, l'homme au t-shirt taché de sang. Celui qui se tient toujours devant la porte. Catherine est surprise. Il s'agit de Lon Bachelor. Il avait vécu ici quand il était jeune homme. Et il est mort d'un cancer en 1957. Mais bien avant ça, il avait perdu une main dans un accident dans une usine à l'âge de 20 ans. Lisa n'en revient pas. Elle comprend que sa fille voit vraiment des choses qu'elle ne devrait pas voir. Mais ce qui rassure Lisa, c'est qu'Heidi n'a pas peur de lui. Lon est là, mais il ne fait rien de mal, il est juste là. Moi ça suffirait déjà. Vous imaginez vous avez deux fantômes comme ça, hein, votre fille elle leur parle, normal, let's go, prenons le thé ensemble. Mais ça, oh. Et pendant les 4 années qui suivent, Heidi continue de voir régulièrement ces deux esprits, Monsieur Gordy et Lord Bachelor. Ils font désormais partie de son quotidien, invisible pour tous, sauf pour elle. Mais tout bascule en 1993. Lisa est enceinte de son deuxième enfant. Heidi,
elle n'a jamais eu peur de ces esprits qu'elle voit presque quotidiennement. Jusqu'à cette nuit où elle aperçoit une silhouette noire, figée dans le couloir. Cette fois, ce n'est pas une présence familière. Elle ne s'approche pas, elle reste là, immobile. Heidi devient hystérique. Elle crie, elle pleure, elle refuse même de rentrer seule dans certaines pièces de la maison. Quelques semaines plus tard, le 3 février 1994, sa petite sœur Jordan naît. Mais dans les jours qui suivent, Lisa remarque des traces sur le visage de sa fille aînée, comme des griffures. Elle pense d'abord qu'elle a dû se gratter pendant la nuit, mais la situation empire. Andy, le père, se réveille une nuit avec une douleur intense dans le dos. Il regarde et découvre lui aussi des traces, des griffures nettes. Lisa ne sait plus quoi faire. Au fil du temps, les manifestations deviennent plus nombreuses et plus étranges. Les portes s'ouvrent et se ferment toutes seules, les objets bougent sans raison, et des voix résonnent dans les chambres désertes. Heidi, qui grandit, perçoit de plus en plus souvent la présence d'esprits. Des humains, des animaux, et parfois même des formes plus floues, plus sombres. Des silhouettes qu'elle ne comprend pas, mais qu'elle ressent. Et ce qu'elle ressent justement devient de plus en plus fort. La petite fille ne voit pas seulement les esprits, elle ressent maintenant leurs émotions. Elle distingue ceux qui lui veulent du bien et ceux qui au contraire l'inquiètent. Quand une présence semble malveillante, son corps réagit, son estomac se noue et parfois elle tombe littéralement malade. L'année de ses 8 ans, tout change. Après la diffusion d'un épisode de l'émission Unsolved Mysteries, jugez pas l'accent, consacré à son histoire. Heidi devient la cible de moqueries à l'école et elle vit très mal cette période. Elle finit par rejeter tout ce qu'elle avait accepté jusque-là. Elle refuse désormais de parler de Monsieur Gordy. Elle ne veut plus en entendre parler, comme si elle voulait s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Et peu à peu, les visites du vieil homme se font plus rares, jusqu'à disparaître totalement. Mais ce don, lui, ne disparaît pas. Sa petite sœur, Jordan, commence elle aussi à voir des choses. Et ce qu'elle décrit ressemble étrangement à ce que vivait Heidi au même âge. Pour Lisa, il ne fait plus aucun doute. Quelque chose se passe dans cette maison. J'aimerais dire Alléluia. Il lui en a fallu du temps. Elle demande l'aide du docteur William Rawls, un spécialiste du paranormal. Il mène des tests, interroge la famille et découvre que Heidi, effectivement, possède des capacités extrasensorielles. Selon lui, les filles seraient sensibles à des phénomènes bien réels, amplifiés par des facteurs environnementaux. Mais Lisa veut aller plus loin. Elle ne cherche pas seulement des explications scientifiques, elle veut des vraies réponses. Elle fait alors venir Amy Allan, une médium très réputée. Sur place, Amy ressent aussitôt une violente tension dans la maison. Certaines entités lui paraissent bienveillantes, mais d'autres sont différentes. Elles sont plus sombres et en colère. Selon elle, les esprits dans la maison ne sont pas des démons, rassurant. Mais la maison elle-même serait sous l'influence de forces malfaisantes. C'est à ce moment-là qu'entre en scène un homme d'église, le frère Stephen Cheney. Il décide de bénir la maison et la famille Wyrick en public, devant toute la congrégation. Il espère ainsi protéger les filles de ce qui pourrait encore les suivre. Heidi grandit, et même si les manifestations n'ont pas complètement cessé depuis la bénédiction, elles se sont fait plus rares, mais jamais totalement absentes. À l'adolescence, elle continue à voir des silhouettes, d'entendre des voix, de ressentir des présences. Mais elle en parle de moins en moins. Pas par honte, mais parce qu'elle veut avancer, avoir une vie normale, se construire en dehors de tout ça. Elle participe à plusieurs documentaires et émissions télévisées, mais sans jamais chercher la lumière. Quand elle témoigne, c'est toujours avec cette même retenue, ce calme très lucide. Elle ne se présente pas comme une médium, ni comme quelqu'un d'exceptionnel. Elle dit simplement ce qu'elle voit, ce qu'elle ressent et ce qu'elle endure parfois. Aujourd'hui, Heidi est devenue maman, elle a sa propre famille. Elle affirme qu'elle perçoit encore des esprits, mais qu'elle a appris à faire avec, à ne plus les laisser prendre autant de place. Elle sait faire la différence entre ceux qui ne veulent rien et ceux qu'il vaut mieux ignorer. Elle n'a jamais demandé ce don, mais elle a fini par comprendre que certaines choses ne s'expliquent pas et que fuir ne les fait pas disparaître. Alors elle vit avec, sans chercher à comprendre plus que ce qu'elle ne peut supporter. Parce que parfois, vivre avec l'étrange, c'est simplement apprendre à ne plus avoir peur. Voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu. En tout cas, si j'ai des enfants un jour, j'espère qu'ils verront pas des esprits chelous ou autres. Vous imaginez, vous, hein? Maman, y a quelqu'un derrière toi? Non, franchement, flemme. Je ne sais pas si vous connaissiez l'histoire ou si vous la découvrez aujourd'hui. Et il faut savoir qu'il y a un film qui s'est inspiré librement de cette affaire. Ça s'appelle, si je dis pas de bêtises, A Haunting in Georgia. Oui, j'ai un accent de merde.
Personnellement, je l'ai pas vu. Je pense que je vais me le faire ce soir pour rester bien dans l'ambiance là. Je pense que c'est forcément romancé, mais c'est intéressant, je trouve, de voir comment le cinéma s'inspire de ce genre de récit. Vous me direz si vous allez vous laisser tenter. En tout cas, j'étais trop excitée de faire cette première vidéo pour le Cercle de l'étrange. Je suis trop excitée de partir sur de nouvelles choses comme ça. Et pour vous expliquer un peu, du coup, je vais raconter des histoires paranormales, des histoires criminelles et des histoires de survie. Ça va s'enchaîner comme ça, à tour de rôle quoi. Si vous avez aimé l'histoire, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien louper. Nous on se retrouve dans une prochaine histoire. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!